Bonjour à tous, moi c'est Martine et bienvenue à Sips for Change. Aujourd'hui nous avons un invité très spécial, également un ami de longue date, ça fait bien plus de 10 ans qu'on se connaît, Stéphane Domenech, dirigeant de l'agence événementielle Olis Travel Events, certifié ISO. Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette Merci conversation de sur les m'accueillir. certificats. On va parler des certifications ISO et de leur impact dans le domaine de l'événementiel. Mhm. Petit rappel concernant ISO, et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est l'Organisation internationale de normalisation qui élabore des normes afin d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité dans divers secteurs. Stéphane, pour commencer, peux-tu nous parler un peu de toi et de ton agence événementielle et de ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine? Bonjour à tous. Écoutez, ravi de partager ce moment avec vous. Alors, Olis Travel Events, c'est une agence de tourisme d'affaires créée il y a maintenant 18 ans et qui a la particularité d'être surtout spécialisée sur l'organisation d'événements dans le sud de la France. Voilà, c'est notre métier principal. Et puis après, l'histoire a fait qu'on a été amené à travailler sur d'autres régions françaises et également à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, on a couvert à peu près une cinquantaine de pays. Voilà. Que dire, comment on est arrivé là? C'est d'abord une carrière entièrement consacrée au monde du tourisme, hein, d'abord individuel, classique, dans des agences. À une grande époque, on a vu émerger des choses nouvelles, c'est-à-dire des agences de voyage en hypermarché, dans la grande distribution. C'était une époque assez, assez difficile, mais très intéressante à vivre. Et puis après, une évolution de carrière qui a mené il y a déjà plus de 25 ans dans le milieu plus particulièrement du tourisme d'affaires. Voilà. Donc une activité entièrement aujourd'hui consacrée au MICE, consacrée au monde de l'entreprise, euh, et majoritairement dans la région sud de la France, voilà, dans lequel il y a quand même déjà pas mal de choses à faire. Oui, j'imagine, ouais. En plus, ouais, tu fais local, mais tu fais bien aussi à l'international, donc tu as beaucoup de terrain. Oui, en fait, l'histoire nous a amené à faire ça, et c'est vrai que l'expérience qu'on acquiert et le savoir-faire qu'on acquiert au niveau local, au niveau régional, eh bien, on fait en sorte de l'utiliser sur d'autres destinations, mais toujours finalement travailler un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire avec du local, avec de l'authenticité, avec les choses essentielles qui concernent la destination. Voilà, de faire en sorte que ce soit des événements qui restent cohérents par rapport à l'endroit où on est, pour pouvoir générer des expériences clients qui tiennent la route, hein, qui soient cohérents, qui ne soient pas déconnectés quelquefois les unes des autres. Pas toujours facile, parce que de temps en temps, il y a des impératifs et des souhaits clients qui sont quelquefois difficiles un peu à connecter avec la destination, mais en tout cas, on fait en sorte que ces contributions locales soient toujours importantes. Merci Stéphane de partager tout ça. Alors, les certifications ISO sont des gages de confiance pour les entreprises et les clients. Dans le secteur de l'événementiel, elles garantissent que les prestataires respectent des normes rigoureuses en matière de gestion, de sécurité, de respect de l'environnement et de satisfaction client. Là, on va parler un peu plus spécifiquement de l'ISO 20121, qui est une norme spécifique à l'industrie événementielle, qui encourage la gestion durable des événements en réduisant leur empreinte écologique tout en maximisant leur impact social et économique. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer davantage que sont les certifications ISO et pourquoi c'est si important dans notre industrie? Alors, l'ISO 20121, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un label, hein, c'est quelque chose qui sert de repère en fait à nos partenaires et surtout à nos clients, en particulier pour ceux qui sont particulièrement intéressés et sensibles à tout ce qui concerne la RSE au sens large du terme par rapport à ça. Comment on est venu à cette certification? Alors, c'est vrai que c'était quelque chose qui était, en termes de comportement, des choses qui étaient toujours naturelles pour nous, hein, de voilà, protéger tout simplement notre matière première. C'est à la fois quelque chose qui, évidemment, d'un point de vue déontologique, la question ne se pose pas, mais même d'un point de vue pragmatique, c'est tout à fait essentiel, puisque on
a à cœur de protéger en fait ce qui nous fait vivre au quotidien. On peut assimiler, j'aime toujours bien ce parallèle, si un pêcheur ne donne pas la possibilité aux bancs de poissons qui pêchent de se renouveler, au bout d'un moment, il n'est plus pêcheur. Ben, nous, c'est pareil. Hein, si on dégrade l'environnement dans lequel on est, si on fait en sorte que les traditions, le folklore, l'artisanat qui nous sert de support d'animation disparaît, si on utilise des produits qui sont pas, enfin, tout un ensemble de choses qui sont naturelles, ben, on n'a tout simplement plus de matières premières à proposer à nos clients. Ou alors on sombre dans des programmes totalement artificiels et qui ne sont pas du tout dans notre état d'esprit. Donc, comment on est venu plus particulièrement à cette norme, comme tu l'as dit, qui est spécifique au tourisme durable, hein, et plus particulièrement aux événements durables? Eh bien, un concours de circonstances, un peu une nécessité, parce que c'est vrai qu'on avait quand même quelques demandes de la part de nos clients qui nous demandaient si on était référencé par telle ou telle chose, etc. Donc, on sentait qu'il y avait une demande de ce côté-là. Et puis, on a la chance d'être dans une région avec des élus qui sont particulièrement sensibles à ce milieu-là et qui donc mettent à la disposition de professionnels des dispositifs et des financements qui nous permettent d'intégrer ce type-là de formation dans un premier temps et après de certification. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui nous a aussi permis de déclencher les choses parce que c'est quand même un coût financier relativement important. En tout cas, pour une petite structure comme nous, c'est assez lourd. Et après, ça nécessite aussi beaucoup de temps de mise à disposition de personnel pour pouvoir suivre la procédure dans sa globalité. Donc nous concernant, ça a pris à peu près 15 mois de procédure, d'abord de formation, puis de procédure, puis d'audit. Et donc, on a obtenu le Cézanne de la certification au mois de janvier 2024. Voilà. Il va s'en suivre après d'autres audits qui vont arriver, puisque la certification est quelque chose qui est valable pour 3 ans, mais avec une vérification en fin d'année 1 et fin d'année 2. Donc là, on va prochainement avoir le premier audit de suivi pour la continuité. Voilà. Alors, est-ce que la grande question, je ne sais pas si c'était aussi celle que tu as posée ou si c'était la précédente, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus l'ISO 20121? Alors, il y a différentes façons de présenter les choses et de répondre. Il y a une version politique qui est probablement pas celle qui intéresse nos internautes aujourd'hui, ce qu'ils auront entendu. Et puis il y en a une autre qui est pour moi un peu plus réelle, un peu plus au fait des choses et qui est finalement le fait un peu de notre première année d'expérience. Honnêtement, l'ISO 20121, ça n'a pas changé notre vie. Ça n'a pas déclenché de comportements nouveaux dans notre façon de travailler, savoir sur l'essentiel. On a peut-être arrêté un ou deux produits qu'on pouvait considérer à la limite comme être un peu plus polluants que les autres, et encore, ce n'était pas sûr du tout. Mais bon, il fallait un peu marquer le coup, donc on les a fait. Pour le reste, c'est à peu près tout. Voilà. Le reste, ça se traduit essentiellement par un petit peu plus de bureaucratie sur chacun des événements, et notamment parce qu'il est nécessaire de faire des bilans à chaque fois. Donc nous, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à faire des bilans qualité avec nos clients. Là, on fait toujours les bilans qualité et ensuite, on va faire aussi des bilans, on va dire RSE, entre guillemets, de ce côté-là. Donc, c'est un petit peu plus de travail de ce côté-là. Pour le reste, et très honnêtement, quitte à choquer quelqu'un, lorsqu'on a la norme ISO, on fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'on communique 90% de plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire les choses bien, on fait les choses bien et on explique qu'on fait les choses bien. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... bon, honnêtement, c'est un peu borderline. Voilà, on a l'impression que la norme ISO, c'est un petit peu la course à l'échalote de la communication. Mais c'est dans l'air du temps, donc il faut le dire, il faut le voir, etc. Alors, concernant la communication, il y a quand même des éléments qui sont positifs, hein, puisque être certifié, avoir la norme ISO, c'est pas non seulement répondre à un certain nombre de critères comportementaux, évidemment, mais c'est aussi
être un peu un relais de communication à l'attention de nos clients et surtout d'autres partenaires. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un certain nombre de critères de travail, de sélection, etc., etc. Et que le but, c'est qu'on amène avec nous un maximum de gens supplémentaires pour suivre effectivement ces bonnes pratiques. Voilà. Ça peut être de la restauration, ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être des prestataires, etc. Donc, on est un peu plus, lorsqu'on est sensibilisé à ces éléments-là, on est un peu plus sensibilisé à ce qui se passe sur le terrain. Et lorsqu'on voit quelques éléments qui, de manière facile, pourraient permettre d'améliorer un certain nombre de choses dans, effectivement, la protection de l'environnement ou l'inclusion, des éléments comme ça, eh bien, on les fait remonter. Voilà. Le but, pour que ces éléments-là soient efficaces, il faut que ce soit simple, et il faut que ça reste relativement fun. Voilà. À partir du moment où ça devient trop contraignant, et que ça devient prise de tête, il y a un braquage qui se fait en l'occurrence, et donc on est complètement à la mer. Et finalement, par dépit, personne ne suivra les bonnes indications qu'on peut donner. Voilà. Donc évidemment, de temps en temps, il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables, mais ça, c'est extrêmement rare. Et donc là, évidemment, on le dit de façon un peu plus sévère, mais l'essentiel, c'est des échanges, de la collaboration avec nos partenaires quand on voit des choses qu'on peut améliorer. Voilà. Un exemple, si tu veux, dans l'hôtellerie, notamment dans les réunions, on a le fameux exemple des petites bouteilles d'eau. Voilà. On rentre dans les salles de réunion, qu'est-ce qu'on voit? Des petites bouteilles d'eau en plastique. Voilà. Ça, évidemment, c'est fortement déconseillé pour le tourisme durable, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on discute avec l'hôtelier. On lui dit, écoute, ce serait bien que, effectivement, la prochaine fois, tu n'aies pas des bouteilles d'eau en plastique, mais plutôt des bouteilles en verre avec des verres, etc. Déjà, on en met moins. Voilà. Ou éventuellement, ça serait aussi de mettre des distributeurs d'eau et que les clients viennent avec leur gourde, etc. Plein d'ensemble de choses. Et donc, petit à petit, voilà, un petit point, on a amélioré ça, on n'a plus de plastique. Voilà. Ça peut être aussi sur les restaurateurs. On est de plus en plus attentif au menu, à savoir qu'on n'accepte plus d'avoir des menus dans lesquels il y a des produits qui ne sont pas des produits de saison. D'accord? Donc voilà, si on a un papeteau de tomates servi au mois de janvier, on va demander ce qui soit exclu du menu. Voilà. Et évidemment, ça a des contraintes, parce que, alors, si je prends l'exemple de la tomate, mais si sur le printemps, l'été, début d'automne, on n'a aucun souci, parce qu'on a un large éventail de fruits, de légumes qui sont disponibles, ce n'est pas du tout le cas en hiver. Donc, il faut accepter d'avoir des choses de saison. D'abord, c'est bon, voilà, et puis c'est vrai, et c'est plus cohérent par rapport à ça. Voilà. Et aussi, l'autre point, on fait attention, c'est l'origine des produits. Voilà, c'est que nous, effectivement, en particulier pour ce qui concerne la restauration, et notamment dans la région dans laquelle on vit, eh bien, on est très attentif à ce qu'on nourrit nos clients avec des produits le plus local possible. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'on est évidemment dans le circuit court, là, on est beaucoup plus en phase avec ce que cherche. Voilà. Donc, c'est, en résumé, un ensemble de petites choses sur lesquelles on sensibilise ce qu'on appelle nos parties intéressées par rapport à ça, avec un point d'orgue qui est l'essentiel de la politique qu'on mène, enfin en tout cas nous c'est la priorité, c'est tout ce qui concerne l'héritage. Voilà. Nous, c'est nos bons comportements d'aujourd'hui vont nous permettre de laisser un héritage de qualité. Voilà. Et c'est ça qui est, qui est notre moteur, quoi, en fait, de l'ISO. Hmm. Et justement, quand tu parles de cet héritage, et aussi tout ce que tu disais, la collaboration avec tes prestataires, c'est pas forcément en fait les changer, c'est en fait leur dire on peut changer ci et ça pour être plus durable. Mhm. Ma question, c'est qu'avec tout ça, est-ce que tu as vu une différence dans ton portefeuille de clients? Est-ce que tu as plus de clients qui sont centrés sur les initiatives durables ou tu as toujours les mêmes clients ou... Et l'autre question, c'est comment tu sensibilises tes clients à tout ça en fait? Alors ça, c'est une bonne question, et c'est une question cruciale. Elle est à la fois cruciale et à la fois douloureuse. D'abord, lorsqu'on fait le calcul d'avoir un retour sur investissement avec l'ISO, on se plante complètement. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça génère une explosion de chiffre d'affaires. C'est totalement faux. Ensuite,
En revanche, effectivement, ça peut faciliter un certain nombre de procédures, de référencement, de choses comme ça chez certains clients qui sont plus sensibles. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas, ce n'est pas quelque chose de très, très caractéristique. Le problème majeur qui se passe, c'est que nous, on est beaucoup plus en avance que nos clients, qui, eux, par contre, sont demandeurs de ces prestations-là. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre leur cahier des charges initial, qui éventuellement inclut les éléments qui ont trait à la RSE, et ce que nous, on est capable de leur fournir. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est prêts. En fait, les prestataires, y compris ceux qui ne sont pas forcément certifiés aujourd'hui, parce qu'ils fonctionnent de la même façon. Il y a une formalisation qui diffère, mais ils peuvent avoir un très bon comportement de ce côté-là. On est en avance par rapport à ce qu'eux sont prêts à accepter. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'il y a quand même autour de ce champ de la RSE, des normes ISO, etc., une grande hypocrisie qui fait qu'on passe beaucoup de temps à communiquer dessus, mais dans la réalité des faits, il y a un gros décalage. Voilà. Je prends un exemple. Il y a deux obstacles majeurs aujourd'hui à ce que le tourisme durable casse le plancher de verre. C'est un problème d'argent et c'est un problème de DRH. Voilà. Le problème d'argent, c'est, il ne faut pas se leurrer, lorsqu'on fait des produits, lorsqu'on fournit des prestations qui sont durables, et notamment dans la restauration et dans l'hôtellerie, ça a un coût. Voilà. Ça a un coût d'exploitation, forcément, puisque ne serait-ce que le tri des déchets est plus compliqué, la restauration est plus compliquée, les méthodes de nettoyage des chambres sont plus compliquées, donc tout ça, ça a un coût. Est-ce que les clients sont prêts à accepter ce surcoût? Pas toujours. On prend un exemple, lorsqu'on a des menus, si on a un menu alpha qui répond à un certain nombre de critères, mais qui n'est pas totalement dans l'esprit durable, et un autre menu 100% durable, 100% bio, 100% garanti, et qu'on a 10% d'écart entre les deux, 9 fois sur 10, notre client va prendre le premier. Donc, clairement, il y a un problème de ce côté-là. Alors que c'est une demande qui émane de leur fait. Le deuxième, c'est un problème de confort. Pour être dans le durable, automatiquement, ça va nécessiter des efforts. Ça va nécessiter des efforts de notre part, parce que les produits sont différents à construire, et quelquefois sont un petit peu plus contraignants, mais ça va nécessiter aussi des efforts des clients de ce côté-là. Et notamment, je prends un exemple, sur le transport, il faut accepter quelquefois d'attendre 1 heure pour qu'on puisse prendre un bus avec des collègues qui arrivent d'une autre destination et qu'on récupère tout le monde en même temps pour aller à l'hôtel, plutôt que d'avoir un taxi qui vous attend à la sortie du train ou à la sortie de l'avion. Voilà. Et ça, c'est encore peu dans les mœurs, c'est très compliqué à faire passer, et on se rend compte que, effectivement, eh bien, ça passe pas. Voilà. Donc, on se rend compte que c'est là qu'il y a un gros effort à faire, alors de la part de qui, je ne sais pas, mais on se rend compte qu'il y a un gros effort de communication, de sensibilisation à faire pour que tout le monde rame finalement dans le même sens. Voilà. Donc, s'il fallait résumer quelque chose, je dirais que le problème actuel aujourd'hui, il vient des clients, mais pas de nous. Voilà. Parce que nous, c'est se soumet aux règles, on fait ce qu'il faut, on communique en état, les produits sont quantifiables, on peut les vérifier qu'ils sont de qualité conforme par rapport à ça. Seulement, est-ce que, mesdames et messieurs les clients, est-ce que vous êtes prêts à les accepter? Est-ce que vous êtes prêts à avoir des conforts? Voilà. Tant que vous refuserez que les collaborateurs et collaboratrices marchent 1,5 km le soir pour aller rejoindre un resto à pied, que vous préférez mettre un bus, eh bien, on ne se sortira pas d'auberge. Voilà. Alors, c'est bien, on pousse les gens à prendre le train, ce qui est une excellente chose, dans la mesure du possible, parce que c'est quand même loin d'être possible. Mais en contrepartie, si on n'a pas sur le site un comportement qui permet effectivement de faire cette compensation, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Le grand discours qui dit il ne faut plus prendre l'avion, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que ça va freiner une activité touristique évidente et que le problème, il n'est pas là. Voilà. Il est beaucoup plus facile, en fait, si on doit faire venir des gens d'un peu partout, faire venir les gens sur place. Et quand on est sur place, on travaille sur des programmes qui compensent effectivement
parce qu'on a moins de transport terrestre, qu'on n'a pas de bus, on n'a pas de taxi, on n'est que sur des repas qui sont de saison. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses. Même quitte à aller planter des arbres s'il faut. Bon, ça, c'était la grande mode, ça passe un peu. Mais à un moment, on a l'impression que les gens, voilà, ils allaient faire 4 heures de 4x4 pour aller planter un arbre. Bon, c'est gentil dans une publication Facebook, mais dans la Je suis d'accord. réalité, quand on fait le bilan carbone, c'est rigolo. Voilà. Il y a beaucoup de fausses idées là-dessus, d'ailleurs, notamment sur les bilans carbone. Donc il faut accepter comment dire, de pouvoir tout simplement payer un petit peu plus. Voilà. Il faut accepter aussi quelquefois, comment dire, d'avoir des études payantes pour être sûr que ce qu'on fait est cohérent. Voilà. Notamment, je parle sur les bilans carbone. Voilà. Nous, on a cette possibilité. C'est quelque chose qui est lourd, c'est du travail, c'est du temps. Et donc, on met à disposition cet outil. Et encore aujourd'hui, on a du mal à le faire passer. Pourtant, c'est des coûts qui sont tout à fait symboliques sur le prix d'un événement, mais ça passe pas. Or, en étant certifié ISO, on a la possibilité de décerner effectivement des attestations de cohérence, de bonne conformité de ces événements-là. C'est comme si on avait l'impression que les gens avaient peur de ces bilans, au final. Voilà. Donc, Ouais. on est aux prémices du durable. Voilà. Et il y a quelque chose quand même qu'il faut bien garder en tête, c'est que dans le monde idéal, le mot durable devrait disparaître. Il ne peut pas y avoir du tourisme et du tourisme durable. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est quiconque se lance dans une activité touristique aujourd'hui, elle doit par nature être durable. Elle ne peut pas être autrement. Voilà. On est déjà très, très, très en retard pour tout ce qui concerne le climat. Si vous regardez, on est en pleine actualité encore aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de souffler en Floride ou ce qu'on voit ce qui a soufflé en France ces 2 derniers jours, on parle d'ouragan en France. Mm. Euh, quoi qu'on en dise, et on en impose, et ça choque personne. Voilà. Donc bon, c'est clair qu'il y a un vrai souci de ce côté-là, et c'est pas avec un ensemble de mesurettes qu'on va s'en sortir. Voilà. Donc il y a Ouais. des comportements en profondeur qui sont, et quand on sait que l'événementiel ne pèse que pour 3% à peine de ces éléments-là, y compris pour le transport, c'est une goutte d'eau. Et il faut bien commencer par quelque chose, et nous, on commence par ce qu'on fait dans notre quotidien. Ouais. Non, c'est vrai, tu as bien raison. Et je voulais revenir justement pour entre les bilans dont tu parlais. Est-ce que tu as un objectif de résultat à chaque fois que tu fais un événement ou comment en fait sont mesurées les initiatives durables? Alors, nous, on n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'on doit fournir, si c'est nécessaire, si on voit des points qui posent problème, un certain nombre de recommandations à nos clients quand on prépare les programmes. Voilà. Ça concerne le transport, ça concerne l'hôtellerie, la restauration, l'animation, d'autres choses. Euh, voilà, pour améliorer en fait le niveau général de RSE de ces programmes-là. Mais effectivement, si on n'est pas suivi dans ces recommandations, on ne peut pas en être responsable. Donc, nous, on va les prendre en considération quand même, parce que si on considère que si on est arrivé à faire passer ces messages, à faire en sorte que nos recommandations soient suivies, ben pour nous, c'est un succès. Donc, on va considérer qu'effectivement, c'est un bon résultat. Mais nous, à l'échelle d'une agence événementielle, il y a beaucoup trop d'éléments qui ne sont pas de notre fait, d'accord, et sur lesquels on pourrait, si par exemple, les plans de transport étaient entièrement de notre responsabilité, les choix de menus étaient de notre responsabilité, le choix même des destinations par rapport aux clients était de notre responsabilité, évidemment que là, on pourrait avoir une obligation de résultat. Hein, parce que, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, on est sur une corde raide, on a l'obligation de ne pas proposer des choses qui seraient totalement incohérentes par rapport à cet état d'esprit. Voilà. C'est pour ça qu'on a supprimé un certain nombre de produits, etc. Mais au bout du compte, on est quand même dans un business. Et donc, si des choix qui sont faits par nos clients ne sont pas ce qu'on aurait fait au début, bon, ben, malheureusement, on est obligé de faire avec. Mais Mm. généralement, on arrive quand même à des compromis
soit très bon, soit plus que convenable par rapport à ça, quoi. Voilà, parce que derrière aussi cet élément-là de protection, il y a quand même une recherche d'authenticité, une recherche d'expérience client réussie. Et donc, tout ça, ça va quand même dans le même sens. Et donc, c'est plutôt. On n'est pas dans les événements des années 90, quoi. Voilà, ça, c'est fini. De manière générale, on n'a plus ce genre de problème, quoi, en fait, voilà. D'accord. Et depuis que tu es certifié, est-ce que tu as vu des retours différents de la part de tes clients ou ça reste enfin, homogène par rapport à avant la certification? Ça évolue un peu, mais pas assez. En tout cas, pas assez vite. Voilà, clairement, la difficulté qu'on a, et c'est là-dessus aussi qu'on travaille, c'est ce que je dis tout à l'heure. Il faut que ça reste quelque chose qui ne soit pas contraignant. Voilà, pas quelque chose qui soit lourd. Voilà, plutôt, c'est plutôt ça le mot. Donc, il faut le présenter de manière, on va dire, positive, voilà, de ce côté-là, et faire en sorte que ça soit un vrai gain, que ce soit un gain sur comment dire, sur l'efficacité du produit, sur la cohésion, sur le plaisir que peuvent avoir les clients lorsqu'ils sont sur place, quoi. En fait, voilà. Il ne faut pas que ce soit un frein au plaisir. Voilà. Mm. Parce qu'on est quand même dans un événement dont le but numéro un, c'est de motiver. Et donc, si on est dans quelque chose qui ne motive pas, on est à côté de la plaque. Voilà, c'est clair. Et Mm. donc, on doit, pardon, je ne sais pas d'autres mots, mais on doit faire de l'événement durable non chiant. C'est le mot qui vient à l'esprit. Mais c'est le mot qui vient à l'esprit, c'est ça. Parce que les gens, si les gens me disent oh, non, mais ça commence à me plaire, hein, ces histoires de trucs, etc. Là, on, est, on a raté le coche et on sait qu'on aura des choix qui sont diamétralement opposés à l'objectif. Mm. C'est vrai. Alors, tu as présenté en fait les avantages et les inconvénients d'être certifié. Ma question, ça va être, quelles sont les bonnes questions que les professionnels de l'événementiel devraient se poser s'ils veulent faire comme toi, s'ils veulent avoir cette certification? Alors, d'abord, avant tout, le premier point d'orgue enfin, de la certification, c'est d'avoir déjà le bon comportement naturel. Voilà. C'est-à-dire que ça, en théorie, je connais personne qui a dit nous, on est des voyous de l'environnement, nous, on s'en fout. Non. Ça, j'ai jamais rencontré, même si j'en connais qui le font, hein, pas beaucoup, mais quelques-uns. Je connais personne qui pourra l'avouer. Mais à la base, c'est ça. À la base, c'est avoir naturellement le bon comportement. Si on se rend compte et accepter de faire un diagnostic honnête, c'est-à-dire que si on a un certain nombre de choses et qu'on a énormément de choses où on a répondu non, on ne fait pas, 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 et bon courage les gars pour avoir la certification. D'accord. Ça veut dire qu'à la base, il y a tout un ensemble de comportements du quotidien qu'il faut changer. Donc, si avant de commencer dans un processus de certification, il faut commencer à se mettre au diapason par rapport à ça. Ça, ce n'est pas toujours facile. Ensuite, il faut accepter le coût, d'accord, puisque formation plus certification ISO, VSA, VTL, grosso modo, c'est entre 12 et 15 000 euros à peu près. Donc, il faut savoir, il faut avoir la capacité de financement, hein, il faut l'avoir prévu. Donc, ensuite, il faut s'assurer que la direction est vraiment la partie prenante et la plus motivée à obtenir ça doit venir absolument du management. Ça ne peut pas venir non, c'est pas possible. Donc c'est véritablement au management d'être là pour motiver les troupes dans cet esprit-là, parce que c'est eux qui doivent insuffler ce type de communication, etc. Donc c'est un état d'esprit qu'il faut instaurer dans l'entreprise. Ça, en général, ça ne pose pas trop de problèmes de ce côté-là. Ensuite, il faut être capable d'avoir du personnel attitré à ça, alors pas exclusivement, mais en grande partie, en tout cas dans toute la procédure qui va concerner l'obtention de l'ISO. Pour nous, par exemple, ça a duré 15 mois. 15 mois, ça a presque été l'équivalent d'un poste à mi-temps. D'accord. Donc, il faut se poser la question. Il faut avoir quelqu'un qui soit très impliqué dans l'entreprise, sensible à ces éléments-là, et pour lequel on puisse dégager du temps. Parce que il y a des moments, il y a beaucoup de formalisme à suivre de ce côté. Voilà. À partir du moment-là, si ces éléments-là sont
rempli, enfin, si on a répondu oui et qu'on a c'est pas, ben, on peut y aller. Et dans ce cas-là, si on décide d'y aller, j'aurais que le conseil, c'est d'y aller vite parce que il y a de plus en plus de structures qui sont certifiées ISO, ce qui est à la fois une bonne chose parce que ben, plus on est nombreux à prêcher la bonne parole, mieux c'est. Ce qui est, d'un point de vue commercial, pas forcément très bon parce que l'avantage concurrentiel que vous avez aujourd'hui ne va pas durer longtemps. Parce que si on vous demande et tout certifié ISO, ben, ça ne va plus rien dire. Hein. Donc, ce sera la norme. Voilà. Donc, voilà ce que les conseils que je peux donner. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment dans l'air du temps. Renseignez-vous parce qu'il y a beaucoup de dispositifs nationaux, régionaux qui sont donnés pour ça. Et donc, on peut trouver quand même des moyens pour être aidé financièrement et d'un point de vue, comment dire, en termes de formation et sur tous ces éléments-là. Donc, voilà, c'est bien de se renseigner sur le sujet. Super. Merci beaucoup, Stéphane, pour tout ce que tu nous as recommandé et tes conseils et aussi partager ton expérience avec nous. Euh, j'ai vraiment adoré notre conversation et j'espère qu'on va en avoir d'autres. Et Mhm. à tous ceux qui nous regardent, merci de nous avoir accompagnés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à partager avec votre entourage. Stéphane, encore une fois, merci. J'espère qu'on se reverra bientôt pour un autre épisode. Et Merci à à- toi, avec grand plaisir. super. Et à tout le monde, on se revoit très bientôt sur Sips for Change. Merci. Merci, au revoir.